C'est quand la dernière fois qu'un film vous a surpris? Je veux dire positivement surpris. Qu'à la fin de la séance, vous vous dites que finalement ça valait le coup. Yeah, we happy. Dernièrement, j'ai eu cette surprise avec ce film, Last Night in Soho. Alors installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va passer 15 minutes sur les 5 premières minutes de Last Night in Soho. Et comme je vous disais, j'ai mis beaucoup trop de temps avant de regarder ce film. Et pourtant, il était tout le temps dans mes recommandations, hein. Mais je préférais le mettre de côté, un peu comme vous savez, on fait des listes de films à voir pour plus tard. Et puis bon, un jour, par peur qu'il soit supprimé de la plateforme, et aussi pour faire confiance à l'algorithme, j'ai regardé Last Night in Soho. Et c'est bien. J'ai lancé ce film avec le sentiment de ne rien attendre, comme je vous le disais, parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. J'aime pas trop les films d'horreur. Déjà parce que c'est toujours la même histoire, à part quelques exceptions, mais surtout parce que les seuls vrais frissons qu'on a, c'est dû aux dizaines de screamers. Et puis, j'ai vu cette scène. Cette scène dont je vais vous parler durant quelques minutes parce qu'elle résume à elle seule tout le film. Et la première fois que j'ai vu ce film, j'ai compris pourquoi il s'était retrouvé dans mes recommandations. Parce que dans ce film, il y a de la mise en scène. Il n'y a que regarder le tout premier plan du film. Il nous dit littéralement « Attention, ce film contient des plans réfléchis ainsi qu'une mise en scène travaillée ». Parce qu'il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit en regardant un film, c'est que chaque plan demande du travail. Même les téléfilms de Noël sur TF1. Parce qu'il faut savoir où poser la caméra, il faut diriger la lumière, faire des contre-champs, bref. C'est chiant de faire un film. Mais vous n'avez pas idée comment ça peut être encore plus chiant de faire un bon film. Sur ce plan, tout est réfléchi. La jeune fille au milieu d'un cadre, avec les contours dans un noir profond, dont la lumière de l'extérieur ne parvient même pas à éclairer la pièce. Ce plan n'est même pas naturel, dans la vraie vie, la lumière pénètre dans l'ombre. Alors pourquoi se casser le crâne à faire ce plan? Eh bien pour que ce soit la jeune fille qui éclaire la pièce. C'est elle qui amène la lumière. Bon, on va revenir un peu en arrière et redonner du contexte à ce plan. Rappelez-vous de quoi parle le film. Il s'agit d'une étudiante qui va rentrer dans les années 60 sous forme de vision, et au travers du regard d'une autre fille de ces années-là. Et elle va lui montrer la vérité de cette époque, qui n'est pas si magique que l'on peut se l'imaginer. C'est bon, vous l'avez maintenant? Une fille qui avance vers l'obscurité et qui vient mettre la lumière sur tout ça? Et ouais, le premier plan du film nous annonce déjà ce qui va suivre. Et c'est pas fini, parce que non seulement l'intrigue du film nous est annoncée, mais les personnages principaux aussi. Héloïse, bien sûr, qu'on découvrira juste après, mais aussi Sandy. Ben oui, parce que cette danseuse dans l'ombre, c'est elle, qui nous fait croire que la robe est une vraie d'ailleurs. Alors qu'une fois que la lumière est allumée, on se rend compte du mensonge. La robe n'est faite que de journaux, ce qui permet de nous faire comprendre qu'Héloïse est douée dans la mode, etc. Cette scène peut d'ailleurs faire penser au plan dans La prisonnière du désert. Sauf qu'ici, le personnage ne reste pas dans son monde. Au contraire, il pénètre de l'autre côté. On va rentrer dans le passé pour y faire découvrir la vérité. Et qu'est-ce qu'on va y trouver? Un tissu de mensonges qui est représenté dans cette introduction par la robe. Cette intro sert un peu de mise en garde. Le spectateur doit s'attendre à voir ses expériences déconstruites. Pour revenir une dernière fois sur ce plan, et après promis on avance, mais le fait qu'elle soit enfermée par l'encart de cette porte rappelle les conditions des deux personnages, et de leur envie de s'échapper. Héloïse rêve de quitter sa petite ville et de vivre à Londres pour faire carrière, et Sandy rêve de devenir une star de la chanson, mais finira par rester bloquée et manipulée par les hommes. On en a fini avec ce plan. Enfin, pas tout à fait, vous allez voir, mais on va continuer. Donc Héloïse rentre dans sa chambre et se prend pour une star des années 60. On le comprend aux différentes affiches qui nous permettent plus ou moins de connaître l'époque qui obsède tant cette fille. Et là, sa mère apparaît dans le miroir. Mais son apparition n'est due qu'à l'imagination d'Héloïse, puisque sa maman est décédée. On l'apprendra plus tard. Et ça permet de revenir sur le tout premier plan du film. Ah encore. Non, parce qu'en réalité, toute l'intro sera reprise presque à l'identique quelques minutes plus tard. Une fois que Héloïse rentrera réellement dans les années 60. Elle arrive dans ce monde avec un cadre étriqué, enfermé, dans la pénombre, pour finir sur une lumière qui vient éclairer notre personnage.
Elle peut enfin jouer les stars comme elle le faisait dans sa chambre. Et la scène se termine d'ailleurs avec la rencontre de Sandy, une rencontre face à un miroir, comme lorsqu'elle voit sa mère. Même le jeu de mise au point est réutilisé. Lorsqu'Héloïse rencontre Sandy, la mise au point est utilisée pour faire le switch des personnages. Ce n'est plus Héloïse que l'on suit, mais Sandy. On est mis à la place d'Héloïse en simple spectateur, comme elle. Lors de l'introduction, ce changement de focal est utilisé dans le sens contraire. Héloïse pense encore à sa mère, mais elle va de l'avant. Elle ne se laisse pas, encore, absorbée par le passé. Mais ça ne saurait tarder. Et donc ce jeu de miroir va inonder le film. C'est un peu le gimmick de mise en scène qui sera réutilisé très souvent. Et ça sert le propos du film. C'est pas pour rien qu'il y a des miroirs partout. L'auteur veut clairement nous dire, regardez notre époque. En face, 23 années de messages. oui on fantasme sur des époques fictives, factices, mais dans 20, 30 ans, c'est notre époque qui sera fantasmée. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'elle est parfaite ? Ou est-ce qu'elle ressemble un petit peu aux années 60 finalement ? Même si le film ne le dit pas explicitement, parce qu'au final, Héloïse n'a pas réellement de problème avec la jante masculine dans le film. Mais je ne peux pas croire que tous ces miroirs servent juste le point de bascule esthétique. Et d'ailleurs, le film traite de nos problèmes actuels avec le personnage de la colocataire, qui s'invente une vie pour qu'on s'intéresse à elle. Elle a un touche à un point très peu développé dans le film, mais qui existe pourtant, les liens parasociaux. Pour la faire courte, il s'agit des liens que l'on peut avoir avec une célébrité, mais ce lien n'existe que dans un sens. La célébrité ne nous connaît pas, et nous, on ne la connaît pas vraiment dans le privé finalement. Ce phénomène s'est accru encore plus avec les réseaux sociaux, les youtubeurs, les influenceurs, car ils ont l'air encore plus proches de nous. On s'identifie à eux, et on pense être leurs amis. C'est ça les liens parasociaux. Pour vous simplifier encore plus la chose, c'est comme Mitterrand qui se prend pour Brad Pitt. Voilà. Et Héloïse va faire la même chose en fait. Elle va s'identifier à Sandy au point de s'habiller comme elle et de changer de coupe de cheveux. Tous ces changements lui permettront de gagner en assurance car elle ressemble à cette célébrité. Au final, elle reproduit les erreurs du passé finalement. Et vous pensez peut-être que je me l'éloigne un peu trop du film, mais non. Car ce lien qui unit Héloïse et Sandy est déjà présent lors de l'intro, sur la porte. Oui, regardez. 3 noms sur une porte, c'est pas un peu trop ? Alors je veux bien que lorsqu'on est ado, on se cherche une identité, mais personnellement je me suis jamais inventé plusieurs prénoms. À moins que ce détail veuille signifier autre chose. Parce que les prénoms ont une grosse signification dans ce film. Écoutez comment Jocasta parle d'elle lorsqu'elle se présente à Héloïse. Jocasta. Ils ont mal écrit ton nom de famille? Ah non, j'ai décidé de le laisser tomber parce que je trouve ça bien plus chic d'être connu par son prénom et rien d'autre. Elle veut qu'on se rappelle d'elle à travers son prénom, et uniquement son prénom. Pourtant, notre nom de famille est ce qui nous définit. Et si au début j'ai cru que c'était une renonciation du nom paternel en référence au sujet du film, je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment de ça, car justement le film ne tombe pas dans ses travers de mettre tous les hommes dans le même sac. Non, au contraire, je pense que la suppression du nom signifie autre chose. Pour moi, le fait d'être identifié à un prénom, voire à un diminutif de ce dernier, ça me fait drôlement penser aux réseaux sociaux avec tous ces pseudos qui sont utilisés pour cacher notre identité justement. Les youtubeurs, les influenceurs qui utilisent des pseudos, ou même parfois juste leur prénom. C'est comme pour se détacher du personnage qui se trouve derrière la caméra. Si Rebecca devient connue, et que le monde la connaît sous cet unique prénom, alors la vraie Rebecca ne sera jamais connue. On ne connaîtra seulement que son image. En réalité, ces 3 prénoms sur la porte ne signifient pas la recherche d'identité d'Héloïse. Comment tu t'appelles? Alexandra. Alexa. Andy. Lexi. Quoi ton vrai nom, ma jolie? En réalité, c'est la perte d'identité d'Héloïse qui est représentée. Elle court après une époque révolue, à vouloir absolument ressembler à ces stars qu'elle n'a jamais connues. Elle perd sa propre identité. En changeant son style vestimentaire et sa coiffure, elle pense gagner en assurance et s'être enfin découverte, mais c'est faux. Car Héloïse ne sera vraiment que Héloïse qu'à la fin du film, où l'on voit bien qu'elle a évolué par rapport au début, mais qu'elle a abandonné tous ses accessoires d'imitation. Et on en revient au sujet des liens parasociaux où aujourd'hui on essaye de ressembler de plus en plus à nos influenceurs préférés. Et il ne faut pas oublier que ce film parle de mode. Et que le choix des vêtements est très réfléchi. Il n'y a qu'à voir comment Héloïse est habillée en arrivant à Londres au début du film.
et comment elle est à la fin du film. Même lorsqu'elle a ses visions pour la première fois, elle est habillée totalement en blanc. Signe de la pureté et de l'insouciance, car Héloïse ne sait rien de ce monde et les couleurs éclatantes des néons vont venir colorer ses vêtements. Elle est une page vierge et blanche qui n'attend que d'être comblée d'expérience. Bon, normalement à ce stade de la vidéo, vous devriez vous dire « Et le sexisme dans tout ça ?» Ben oui, c'est vrai, le film traite quand même de ce sujet et c'est pas caché, au contraire c'est même assumé. Et bien en réalité, si j'en ai pas encore parlé, c'est parce que dans cette introduction, il n'est pas encore question de sexisme. Et si on s'est intéressé à analyser les éléments présents dans cette scène d'introduction, je pense qu'il est tout aussi intéressant d'analyser ce qui n'est pas présent. Et effectivement, le sexisme n'est pas représenté dans cette introduction. Alors pourquoi ? C'est vrai, après tout, on a vu que l'introduction était construite de telle manière qu'elle distille des petits indices sur l'intrigue du film. Alors pourquoi la thématique principale n'est pas présente ? Peut-être qu'elle est représentée par l'obscurité de la pièce, tapis dans l'ombre, à moins qu'un détail nous ait échappé. Un détail présent au tout début du film, bien avant la première image. Car si on avait tendu l'oreille, on aurait entendu ça. Les bandes sonores sont mises en opposition dès le début. Deux styles de musique différents, deux genres différents. Encore ce jeu de position qui est cette fois appliqué au son. On a d'un côté un son extra-diégétique et de l'autre côté un son diégétique. Une musique des années 60 jouée par un tourne-disque qui représente Sandy et Héloïse, et de l'autre côté une musique stressante, angoissante, qui n'est pas présente réellement dans la scène mais qui a été rajoutée en post-production et donc qui plane sur le film. Bien entendu, elle représente la menace des hommes. En réalité, le thème principal du film est annoncé dès les premières secondes. Avec ces jeux de miroir et d'opposition, le film nous apprend que c'est en mélangeant les styles et les genres que Héloïse a pu s'émanciper et trouver son identité. Elle reste influencée par le style des années 60 bien sûr, mais elle avance avec son temps, et elle ne reste pas figée dans le passé. A contrario, le réalisateur nous met en garde, car si l'on continue à s'opposer les uns les autres, on finira par se détruire. En réalité, ce film ne nous parle pas d'une époque dépassée, il nous parle de notre époque.